Chapitre 12. Une veillée pour créatures. Partie 2. Tu n'es pas responsable de ces choix, même si ceux-ci te font souffrir. Aimer quelqu'un de toutes tes forces ne suffit pas toujours pour le sauver. Il n'y a donc rien que je puisse faire. Pour l'instant, je ne vois pas. Et la suivre dans sa folie autodestructrice ne sert à rien. Regarde où cela a mené Sissi. Régulus hocha la tête et cligna des yeux pour chasser les larmes qui menaçaient de couler. Je suis désolé, Régulus. J'ai été tellement bête, chuchota-t-il. Je me suis raconté tellement de mensonges. C'est impardonnable. Il se tourna vers Vera à la recherche de réconfort, mais elle se contentait de sourire tristement. Pourquoi souriez-vous? Je trouve que tu es très dur avec toi-même, et je repense à tous les livres que tu lisais sur la supériorité des sorciers et la médiocrité des moldus. Je ne peux pas m'empêcher de trouver cela amusant. Excusez-moi, Madame Goyle, mais je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'amusant dans tout cela. Tu as raison, amusant n'est pas tout à fait exact. Je dirais plutôt paradoxal. Sois cohérent, Régulus. Es-tu un être supérieur ou bien le pire des imbéciles? Régulus se détendit un peu, et ils échangèrent un sourire. Vous avez raison, soupira Régulus. Ce n'est pas logique. Au contraire, c'est très logique. Réfléchis bien. À quel moment les idées des mange-morts t'ont-elles paru particulièrement séduisantes? Elles m'ont toujours paru séduisantes, admit Régulus. Cette marque me faisait horriblement mal, mais parfois, ça me rassurait de la sentir. Ça me rendait important. Je m'imaginais invincible. Et dans les moments difficiles, lorsque je me sentais vraiment seul, j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me permettait de tenir. Cela peut expliquer beaucoup de choses, dit Vera avec douceur. Tu étais peut-être tellement persuadé de n'avoir aucune valeur que tu es venu chercher du réconfort auprès de ces puissants sorciers. Mais ça n'a pas marché, coupa Régulus. J'étais trop faible pour appartenir aux mange-morts. Et maintenant, je me retrouve tout seul. Appartenir aux mange-morts ne t'aurait apporté aucun réconfort, assura Vera. Cela ne pouvait pas marcher, et ce n'est pas une question de faiblesse, bien au contraire. Tu n'en as peut-être pas encore conscience, mais ce que tu as fait ce soir le prouve bien. Tu possèdes une force que les mange-morts ne comprennent pas, et donc n'acceptent pas. C'est une force bien différente de la leur, bien plus noble, bien plus humaine, une force fragile, précieuse et incroyablement puissante. Régulus hocha la tête, impressionné par l'écho que ces mots trouvaient en lui. Vera venait de formuler ce qu'il avait toujours pressenti. Il existait bel et bien un autre moyen d'être fort, une autre sorte de puissance, une puissance que son père, Voldemort, et les mange-morts méprisaient, ne comprenaient pas. Une force que lui-même possédait. Et cette force-là pouvait les vaincre. Régulus le sentait au plus profond de lui-même. Tu viens de vivre un énorme bouleversement, fit remarquer Vera. Y aurait-il d'autres choses sur lesquelles tu as changé d'avis ces derniers temps? Elle regardait Régulus avec un léger sourire. Vous parlez de la supériorité des sorciers, devina Régulus, par rapport aux moldus. Par exemple, je n'ai pas changé d'avis à ce propos, avoua Régulus. Ce n'est pas ça qui m'a poussé à me révolter. Tu en es sûr? Oui, et je crois que je suis trop fatigué pour parler de tout ça. Comme tu voudras. À nouveau, ils observèrent un moment de silence. Dans la cuisine aux murs de pierre, on n'entendait que la respiration rauque de créatures et le bruissement d'ailes du raveluc Albert. Orion et Walburga s'affairaient quelque part dans la maison, mais depuis quelques minutes,
Vera et Régulus avaient tous les deux l'impression d'être seuls au monde. Madame Goyle, à propos des Moldus. Vera sourit avec amusement. Elle se doutait que Régulus finirait par aborder de nouveau le sujet, mais cela avait été plus rapide que prévu. En réalité, nous n'en avons jamais vraiment parlé, dit-il. Je savais que vous désapprouviez tout ce que mes parents disaient, mais vous ne m'avez jamais vraiment expliqué votre vision des choses. Et tout à coup cela t'intéresse ? Régulus haussa les épaules. J'ai besoin de me changer les idées. Je veux seulement savoir ce que vous en pensez. Alors selon vous, le peuple sorcier n'est pas supérieur aux autres peuples ? Vera resta interdite pendant quelques secondes. Sous ses yeux, Régulus était en train d'ébranler toutes ses croyances, de questionner le fondement de sa propre identité, même s'il n'en avait pas encore tout à fait conscience. Pour commencer, qu'entends-tu par supérieur, Régulus ? Demanda-t-elle. Comment peut-on être supérieur aux autres ? Régulus réfléchit un instant. On peut être supérieur par son courage, dit-il, par son savoir, par son sens de l'honneur et ses valeurs morales. Et penses-tu que les sorciers possèdent plus de courage que les moldus ? Plus de morale ? Eh bien, je crois que oui. Du bout du pied, il tapotait nerveusement sur le sol. Je vais te donner un exemple, poursuivit Vera. Au sein des moldus, certains peuples se croient supérieurs à d'autres parce qu'ils possèdent plus de richesses, ou parce que leurs armes sont plus puissantes que celles des autres. Oui, il paraît. Ces moldus-là sont de véritables fléaux. Ils s'octroient le droit de dominer les autres, alors qu'ils ont accumulé des richesses par des procédés ignobles. Et ce sont eux qui dirigent le monde. Madame Goyle, notre monde, c'est révoltant. Revenons à Nonifleur, Régulus, à la raison pour laquelle ces moldus se croient supérieurs aux autres. Après tout, ils possèdent des machines capables d'effectuer le travail de plusieurs hommes en même temps. Leur argent leur permet d'accéder à une meilleure éducation, à une quantité de savoir plus importante, à une meilleure santé. Alors ils sont plus performants, mais ils ne sont pas meilleurs, répondit Régulus. L'argent leur permet de faire des choses extraordinaires, mais il peut aussi les pervertir. Je suis ravi d'entendre tout cela, sourit Vera. Et si je te disais que parmi eux, un petit groupe, possédant une arme stupéfiante, se prétendait supérieur au reste de l'humanité et pour cette raison se permettait d'utiliser cette arme pour asservir leurs semblables. Je vois où vous voulez en venir, dit Régulus avec amertume. Mais ce n'est pas comparable. Nous ne sommes pas des moldus, et la magie n'est pas seulement une arme, c'est aussi un savoir, une forme de sagesse, et ceux qui n'y ont pas accès ne pourront jamais le comprendre. Beaucoup de sorciers voient les choses ainsi, en effet. Admettons. Mais est-ce la seule forme de sagesse qui existe en ce monde ? Mérite-t-elle d'éclipser toutes les autres ? Et surtout, ne risque-t-elle pas de nous pervertir, tout comme n'importe quel instrument de puissance ? Vera marquait une pause entre chaque question. Régulus, lui, était de plus en plus nerveux. Vous voulez dire que nous sommes des moldus, Régulus, avec un pouvoir supplémentaire, qui n'est pas gage d'intelligence, et encore moins de supériorité morale. C'est aussi simple que ça. Non, non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Nous, les sorciers, être en tout point semblables aux moldus, en dehors de nos pouvoirs magiques, ce n'est pas possible. Nous sommes forcément plus intelligents, plus nobles. Pas le moins du monde. Arrêtez, Madame Goyle, vous mentez. Je ne mens pas. C'est la pure vérité. Dites-le à nouveau. Selon vous, les sorciers ne sont pas supérieurs aux moldus ? Non, absolument pas. Une fois dépourvus de baguettes, nous sommes en tout point semblables,
que ce soit en termes d'intelligence, de courage, de bonté, ou au contraire de bêtise et de méchanceté. Mais, Madame Goyle, les moldus gaspillent. Ils détruisent la nature et ils sont étroits d'esprit, pleins de haine et de médiocrité. Régulus, le coupa Vera, réfléchis une seule seconde à ce que tu viens de dire. Régulus baissa les yeux et regarda Créature, allongée sur la table, toujours inconscient. Certains sorciers le sont tout autant, murmura-t-il. Nous sommes aussi médiocres qu'eux. Médiocres, sans doute. Tu as raison. Nous sommes orgueilleux, lâches, égoïstes, faillibles, pathétiques. Par moments. Mais nous pouvons aussi être généreux, solidaires, créatifs, héroïques. Pour résumer, je dirais que nous sommes tous irrémédiablement et désespérément humains, c'est-à-dire capables du pire comme du meilleur. Ce n'est pas très réjouissant. Libre à toi de préférer un mensonge réconfortant plutôt qu'une réalité difficile à digérer. Mais le monde est ainsi. La vérité se fiche bien de ce que nous acceptons de voir. Elle restera là, avec toute sa cruauté, que nous le voulions ou pas. Et si tu souhaites combattre tes faiblesses, il est bien plus efficace et plus courageux de les reconnaître, plutôt que de les enfouir sous des couches de vantardise, ou pire, de violence. Régulus fit une petite grimace. Ce n'est pas facile. Je te l'accorde. Alors les sangs purs. Il n'y a pas de sang pur ou impur. Il est le même pour l'ensemble des hommes. Nous avons tous une part de sang moldu qui coule dans nos veines, et cela ne change strictement rien à notre nature profonde. Régulus poussa un long soupir de lassitude. Tout ce qu'on raconte sur la grandeur des sorciers, sur le fait que les moldus sont des parasites, selon vous, ce sont des mensonges? Des mensonges éhontés, qui ont pour but de rassurer des sorciers en quête de reconnaissance, mais qui sont à l'origine de beaucoup trop d'injustice et de souffrance. Comment pouvez-vous en être sûr? De nombreux sorciers ont tenté de démontrer notre supériorité morale, mais sans succès. J'en déduis donc que cette supériorité n'existe pas. C'est impossible, protesta Régulus. Si tout est faux, alors pourquoi est-ce que tout le monde le répète? Pourquoi l'ai-je entendu des milliers de fois? Pourquoi le ministère ne nous contredit pas une bonne fois pour toutes? Parce que les sorciers aiment croire qu'ils sont des êtres supérieurs. Et quelle pensée agréable, n'est-ce pas? Ceux qui régissent le ministère ne font pas exception à la règle. Ce ne serait pas la première fois qu'un mensonge, sans aucun fondement, est aussi répandu. Sur la table, les mains de Régulus tremblaient légèrement. Il continuait de questionner Vera, toujours agité. Et, parmi ceux qui répandent ces informations, selon vous, certains nous mentiraient délibérément? Je pense que la majorité des sorciers croient sincèrement à cette prétendue supériorité. D'autres connaissent la supercherie, mais tirent profit de ces fausses croyances. D'autres encore se questionnent de temps à autre, mais il est tellement difficile de faire face à ses propres contradictions. Ils préfèrent donc les étouffer et se complaire dans leurs idées bien arrêtées. Régulus hésita à poser la question suivante. À votre avis, qu'en est-il de mes parents? Oh, Régulus, je pense que tu es bien mieux placé que moi pour y répondre. C'est vrai. Dans ce cas, je pense que mon père y croit. Il se croit supérieur aux Moldus, il se croit supérieur aux autres familles, il se croit supérieur à tout le monde. C'est un constat sévère, mais je le trouve pertinent. Rivera. Et ta mère? Régulus se retourna vers la porte. En haut, dans le grenier, Walburga était trop loin pour les entendre. Ma mère est intelligente, très intelligente. En effet, je pense qu'elle croit en tout ça, et qu'elle y croira toujours. Vous savez,
On ne lui a jamais laissé la moindre chance de penser autrement. On a toujours une chance de penser autrement, fit remarquer Vera. Libre à nous de la saisir, ou pas. Régulus se renfrogna jusqu'à ce qu'une autre question lui vienne à l'esprit. Et vous, Madame Goyle, pourquoi êtes-vous restée? Si vous ne croyez pas à tout ça, si vous avez cette violence en horreur, pourquoi ne pas avoir quitté la colline d'Émeraude? Pourquoi êtes-vous restée amie avec toutes nos familles? C'est une excellente question, à laquelle je ne peux malheureusement pas te répondre. Sache simplement que j'ai une promesse à honorer et que c'est la seule chose qui me retienne encore ici. Mais cette promesse ne te concerne pas. Régulus hocha la tête. Vous avez beaucoup de secrets? Un certain nombre, admit Vera. Ils échangèrent un sourire qui s'évanouit aussitôt. Soudain, Régulus sembla traversé par une pensée désagréable. Son visage se ferma et son poing se serra sur la table. Qu'y a-t-il? Il secoua vigoureusement la tête. Vous avez raison, Madame Goyle, dit-il avec colère. On peut toujours penser autrement. La preuve, c'est ce que Sirius a fait, depuis le début. D'après vous, c'est lui qui a tout juste, n'est-ce pas? Vera fronça les sourcils, mais Régulus poursuivit sans lui laisser le temps de répondre. Il a donc raison de dire que je suis un monstre, n'est-ce pas? Il a raison de dire que je suis un imbécile. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, protesta Vera, et Sirius n'a pas raison à propos de tout. C'est le cas depuis que je suis né, Madame Goyle. Vous voulez une vérité difficile à entendre? La voilà. Sirius est meilleur que moi, à tout point de vue. Il est temps que je l'accepte. J'ai essayé de renverser la balance, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Il grimaçait comme s'il mangeait quelque chose de très amer. Vera se redressa sur sa chaise, se pencha en avant, puis, très doucement, elle prit la main de Régulus dans la sienne. « Dis-moi, Régulus, as-tu déjà envisagé de faire tes propres choix sans te comparer à ton frère? » « Et comment le pourrais-je? Tout le monde nous compare sans cesse, nos parents, nos professeurs, tous les élèves. À croire que je n'existe que pour me distinguer de lui, et c'est exactement ce que j'ai fait, de la pire manière qui soit. Sirius n'est pas une meilleure personne que toi, assura Vera avec fermeté. De mon point de vue, il a certaines qualités, je l'admets, certaines qualités très populaires. Il est à l'aise en public, enthousiaste, séduisant. À nouveau, Régulus fait une grimace. Et pourtant, de vous deux, je crois que c'est toi qui serais le plus susceptible de lui tendre la main, n'est-ce pas? Régulus hésita, puis hocha la tête. C'est vrai. Je crois que même si je sauvais le monde, Sirius continuerait de me mépriser. Voilà exactement pourquoi je pense qu'il n'est pas une meilleure personne que toi. Il est fier, arrogant, entêté, parfois cruel, et surtout incapable de pardonner. Rien que ça, ironisa Régulus. Tout le monde a ses défauts, et tous les deux, vous avez grandi dans un milieu hostile où on vous demandait sans cesse de faire vos preuves, de mériter votre statut en écrasant vos semblables, jusqu'aux membres de votre propre famille. Vous avez fait du mieux que vous pouviez, chacun à votre manière. Mais Sirius est l'aîné. C'était à lui de t'aider, de te montrer. Je ne crois pas qu'il t'ait laissé la moindre chance. À nouveau, les yeux gris de Régulus brillèrent intensément. C'est le moins qu'on puisse dire, chuchota-t-il. Vera posa une main sur son épaule, et ils restèrent ainsi quelques minutes. À l'étage supérieur, on entendait de l'eau bouillir, des tasses s'entrechoquer. Régulus respirait un peu mieux. Malgré toutes les questions qu'il devait encore se poser, il se sentait étrangement détendu, comme allégé d'un énorme poids. « Merci, Madame Goyle. Vous m'aviez manqué, vraiment. »« Tu m'as beaucoup manqué aussi, Régulus. »
C'était au tour de Vera d'être émue. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda soudain Régulus. « Vous ne risquez pas d'être tué par les mange-morts si vous restez sur la colline d'Émeraude ?»« Ne t'en fais pas pour moi. Je ne compte pas rester sur la colline d'Émeraude. Il me reste quelques animaux à mettre à l'abri, puis j'aurai une ou deux petites choses à régler. Et ensuite, je m'enfuirai loin d'ici, avec Daisy et Fergus. » « Alors, c'est sans doute la dernière fois que nous nous parlons. »« Nous nous reverrons peut-être, » tempéra Vera, « lorsque le monde connaîtra à nouveau la paix. » « Vous y croyez ? Vous pensez que tout cela peut finir ? » ?»« J'en suis sûr. Et en attendant, nous pourrons nous échanger quelques nouvelles, si tu en as le temps, entre deux cours de potions. » Ils échangèrent un dernier sourire, puis Régulus bâilla longuement. « Quelle journée !» soupira-t-il. « À qui le dis-tu ?» dit Vera en bâillant à son tour. C'est le moment que choisit Walburga pour entrer dans la pièce. En voyant que Vera avait posé une main sur l'épaule de son fils, elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, et tous deux se séparèrent vivement de peur qu'elle ne se mette en colère. Mais elle ne fit aucun commentaire. Sous leur regard craintif, elle se contenta de poser un petit plateau sur la table. Vera remarqua qu'elle était de nouveau apprêtée. Elle avait refait son chignon serré, défroissé sa robe, remis ses bijoux. « Tenez, voilà pour vous, » déclara-t-elle. Avec brusquerie, elle posa devant Vera et devant Régulus 2 tasses de thé brûlant en renversant la moitié sur la table. « Toi aussi prends ça, » dit Walburga en mettant un morceau de pain dans les pattes d'Albert qui sursauta. À en croire les efforts que dut déployer Albert pour le grignoter, le pain était rassis, le thé était trop infusé, avec des morceaux de thym qui flottaient dedans, et la tasse de Vera était dangereusement ébréchée. « Bois !» ordonna sèchement Walburga en voyant Vera hésiter. Et elle s'assit en face d'eux, au plus près de Créature. Troublée, Vera en but une petite gorgée. C'était le thé le plus amer qu'elle ait jamais goûté. À côté d'elle, Walburga s'était rassise. Elle ne semblait pas très encline à discuter, mais après plusieurs minutes de silence, Vera se décida à essayer d'engager la conversation. Val, ne dis rien, » coupa Walburga. « Je surveille Créature. » Vera crut avoir mal entendu, mais Walburga ne se reprit pas. Elle continua de regarder intensément son elfe de maison, imperturbable, comme si c'était sa manière à elle de le sauver. Vera piqua du nez et se replongea dans sa tasse avec un sourire amusé. Régulus buvait aussi, tout en réprimant de petites grimaces. Il bâilla à plusieurs reprises, puis malgré les efforts qu'il déployait pour rester éveillé, il finit par fermer les yeux, la joue appuyée sur sa main. En discutant avec Régulus, Vera n'avait pu s'empêcher de penser à sa filleule Narcissa. Quand on parlait de contradiction, Daisy avait parlé de « marchander avec sa conscience », et Vera trouvait ce terme assez juste. Et pourtant, Narcissa était bel et bien allée voler les baies funèbres, comme Vera le lui avait demandé. Alors, peut-être que tout n'était pas encore perdu. Peut-être, avec l'aide de Daisy, pouvait-elle encore ramener sa filleule à la raison. Et peut-être que ce qu'elle avait à lui révéler pourrait changer la donne. Emportée au loin par ses méditations, Vera se mit à somnoler, bercée par le bruit régulier des ailes d'Albert qui produisaient une brise légère sur le visage de Créature. Elle s'éveilla quelques heures plus tard, lorsque la lueur rosée de l'aube s'infiltra dans la cuisine et se répercuta sur les casseroles de cuivre suspendues au plafond. En massant sa nuque ankylosée, elle constata que quelqu'un avait posé une couverture sur ses épaules et sur celle de Régulus pendant la nuit. Seule Walburga était encore éveillée, et elle se trouvait toujours dans la même position, droite comme un i, les mains croisées devant elle. Pas une mèche de cheveux ne s'échappait de son chignon serré, et pas un pli ne venait froisser sa robe de dentelle noire. Son regard gris comme l'acier n'avait rien perdu de son intensité,
et fixait obstinément Créature, attentive au moindre de ses tressaillements. Alors que Vera émergeait, Régulus se redressa à son tour, la joue imprimée par le bois de la table, et se pencha immédiatement sur l'elfe de maison. La peau de Créature avait retrouvé une teinte plus soutenue, et sa respiration était plus fluide, moins rauque. Il parlait dans son sommeil. « Maîtresse, ma pauvre maîtresse, Créature ne peut pas la laisser seule. » « Il va mieux, » affirma Vera. Régulus poussa un profond soupir de soulagement, et aussitôt, Créature entr'ouvrit les yeux, et, en voyant Régulus, il se redressa et lui attrapa fermement la main. « Maître Régulus, » gémit Créature. « Créature a fait tout ce que le maître a dit. Le maître a dit. » « Chut, Créature, repose-toi. » Que c'était un honneur pour lui et pour Créature de servir le Seigneur des Ténèbres. Alors Créature a fait de son mieux. Créature a bu la potion. Il a vu des choses terribles. Les entrailles de Créature étaient en feu. Créature. Mais Créature a repensé à ce que le maître Régulus avait dit, qu'il devait veiller à bien obéir aux ordres du Seigneur des Ténèbres. Et il retomba dans l'inconscience, laissant Régulus sidéré et horrifié. Voldemort lui a menti, ou a peut-être même modifié sa mémoire, devina Vera. Il lui a fait croire que c'était toi qui lui avais ordonné de faire tout ça. C'était le seul moyen de le forcer à obéir, de l'obliger à boire tout ce poison aussi atroce. En revanche, pourquoi Voldemort voulait lui faire boire cette potion, je l'ignore. Une expérience peut-être, pour de prochaines victimes? Tout en disant cela, Vera revêtit sa grande cape orange et releva son col immense. « Je dois rentrer avant que Carla ne se réveille, » dit-elle. « Créature s'en sortira. Il a juste besoin d'un peu de repos et de beaucoup d'eau. » « Merci pour l'hospitalité, Val. » Valburga ne répondit rien. C'était comme si elle n'avait pas entendu. En signe d'adieu, Albert tapota la tête de Créature qui paraissait énorme à côté du petit Ravluc. Puis, avec un léger bruissement d'ailes, il s'envola jusqu'à l'épaule de Vera. « Bonne chance à tous les quatre, » dit-elle. « Et, tant que nous sommes encore sur la colline d'Émeraude, notre maison vous sera toujours ouverte. Promettez-moi d'y penser. » « C'est promis, » dit Régulus. Vera remit ses pots en terre dans sa sacoche qu'elle hissa sur son épaule. « Au revoir, Régulus. Fais attention à toi, d'accord? Tu as été assez intrépide pour le moment. »« Je ferai de mon mieux, » sourit Régulus. « Au revoir, Madame Goyle. Merci pour tout. » Vera lança une poignée de poudre de cheminette dans la cheminée et se plaça dans le foyer avec Albert. Ils restèrent plusieurs secondes immobiles dans les flammes vertes et denses, presque tristes que cette longue nuit se soit achevée. « Maison des Goyle, » dit distinctement Vera, comme à regret. Une fois que l'explosion verte eut emporté Vera et Albert vers la colline d'Émeraude, Valburga regarda longuement la cheminée. Ses joues avaient même repris quelques couleurs. Timidement, avec le sentiment de saisir l'occasion parfaite, Régulus s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. À son grand soulagement, sa mère se laissa faire. « Tu as bien agi, Régulus, » dit finalement Valburga. Ses longs doigts osseux exercèrent une légère pression sur la main de son fils. Elle se tourna vers lui, et Régulus eut enfin l'impression que sa mère le regardait vraiment. « Et puis, tu sais, cette proposition du professeur Slughorn, je pense qu'il faut que tu l'acceptes, » déclara Valburga.